Il y a des siècles, n'importe qui pouvait commettre n'importe quel crime en toute impunité. Sans technologie ni technique médico-légale, identifier un suspect ou obtenir une condamnation restait très difficile, malgré la cruauté du crime. En 2025, un nouveau cold case semble résolu chaque jour grâce aux techniques médico-légales modernes. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui alors que nous examinons 4 cold cases déroutants enfin résolus grâce à l'acide désoxyribonucléique. Una Crown. En 2013, Una Crown, retraitée de 86 ans, vivait seule à Wisbech, ville commerçante du Cambridgeshire en Angleterre. Veuve depuis 4 ans et sans enfant, elle passait beaucoup de temps seule. Les voisins se rappelaient qu'elle était très soucieuse de sa sécurité et gardait portes et fenêtres verrouillées, même chez elle. Una a été entendue pour la dernière fois le 12 janvier 2013 à 17 h en parlant à une amie au téléphone. Le 13 janvier, son neveu, par alliance, est passé la prendre pour une sortie prévue à l'avance et l'a trouvée décédée dans le couloir de son bungalow. Sa mort fut violente. Du sang entourait son corps, des journaux brûlés jonchèrent la zone. Bien que son corps ait été brûlé, le feu ne s'était pas propagé au reste de la maison et semblait s'être éteint seul. Certains de ses vêtements étaient de brûlés, la police pensant que c'était pour détruire des preuves. Ont disparu chez elle son alliance, la clé d'entrée et 80 livres en espèces. Malgré le caractère troublant de la scène, les policiers ont d'abord estimé la mort non suspecte. Ils ont suggéré qu'elle s'était enflammée accidentellement avec la cuisinière puis était morte d'une crise cardiaque. Malgré des coupures à la gorge d'Una, ils ont conclu qu'elles résultèrent de la pression de son écharpe lors de son effondrement. Mais l'autopsie contredisait la plupart de ces hypothèses. Le 15 janvier, le médecin légiste a conclu à un homicide après avoir constaté des blessures au cou et des coups de couteau à la poitrine. Frustrant, la maison d'Una n'a pas été traitée en scène de crime, la police étant convaincue d'avoir raison et certaines preuves, dont une clé, ont été lavées avant que sa mort ne soit qualifiée d'homicide. Les ambulanciers, les pompiers, les croque-morts et les policiers avaient tous piétiné la scène de crime et déplacé des objets dans la maison. En avril, l'émission Crime Watch de la British Broadcasting Corporation a reconstitué les derniers déplacements connus d'Una et a lancé un appel à témoins, mais rien de concret n'a émergé. L'année suivante, en juin 2014, 2 hommes ont été arrêtés en lien avec l'affaire, un homme de 40 ans et un autre de 36 ans. On les pensait responsables du meurtre, mais ils ont été relâchés sans inculpation. Pendant plus de 10 ans, l'affaire d'Una est restée irrésolue. En 2023, l'affaire a de nouveau été présentée dans Crime Watch et une récompense pouvant aller jusqu'à 25 000 livres a été offerte par Crime Stopper pour toute information menant à une condamnation. Pourtant, malgré tout cela, l'affaire est restée en suspens pendant plusieurs mois. Plus tard la même année, l'acide désoxyribonucléique a lié David Newton au crime et en février 2025, il a été condamné pour le meurtre d'Una. La police du Cambridgeshire a indiqué que, le soir du meurtre, Newton, ivre, a été vu allant chez Una vers 20h30. Fait notable, il avait été interrogé en 2013, peu après le crime, mais il avait nié toute implication dans son meurtre. Il a déclaré aux enquêteurs qu'il connaissait la femme âgée juste assez pour la saluer et qu'il avait réparé une serrure chez elle en 2012 sans autre relation. On apprendra plus tard qu'il avait fait un double de sa clé en réparant la serrure. Au moment où Newton a été inculpé en 2023, il avait 70 ans. Les analyses à acide désoxyribonucléique de la peau retrouvée sous les ongles d'Una ont révélé qu'il était 28 000 fois plus probable qu'elle provienne de Newton ou d'un proche parent, et des enquêtes supplémentaires ont permis à la police d'écarter ses proches parents. Lors de ce second entretien avec la police, Newton a refusé de commenter. Il n'a fourni aucune déclaration pendant son procès et la défense n'a appelé aucun témoin. L'enquête a révélé qu'il avait dépensé sans compter le 13 janvier puis déposé de l'argent sur son compte le 14 une première en 15 mois.
Newton a été condamné à la réclusion à perpétuité. Murray McLaughlin. Dans la nuit du 26 septembre 1984, Mary McLaughlin, 58 ans et mère de 11 enfants, est sortie avec une de ses filles à Glasgow, Écosse. Elle aurait passé une grande partie de sa soirée à boire et à jouer au domino dans ce qui était alors connu sous le nom de Hindland Pub, dans le West End de la ville. Catherine, qui a accompagné Mary, se rappelle que sa mère n'avait pas l'air ivre ce soir-là, mais était de bonne humeur et optimiste. Catherine a dit à la police et aux médias qu'elle avait quitté le pub avant sa mère pour prendre le bus et rentrer chez elle. Elle n'a jamais revu Mary. Mary a été vue pour la dernière fois quittant le pub à 22h45 pour rentrer rapidement chez elle, à moins d'1 mile. Alors qu'elle était en route, elle s'est arrêtée dans une friterie sur Bombarton Road où elle a acheté des beignets de pommes de terre et des cigarettes et semblait de bonne humeur. Un chauffeur de taxi local qui connaissait Mary se souvient l'avoir vue marcher dans la rue, tenant ses chaussures à la main. Mary n'était pas souvent en contact avec sa grande famille, qui vivait dans différentes villes d'Écosse, mais une fois par semaine, un de ses fils, Martin Cullen, passait la voir pour prendre de ses nouvelles. Le jeune homme de 24 ans s'est rendu chez Mary le 2 octobre, environ 6 jours après sa soirée avec Catherine. Cependant, sa mère n'a pas ouvert et il a senti une odeur horrible venant de l'appartement. Il a récupéré un double des clés chez le voisin de sa mère, mais n'a pas pu ouvrir la porte et a dû la forcer. Martin était venu à l'appartement avec sa partenaire, qui est entrée la première, a vu le corps de Mary et s'est mise à crier. Mary avait été agressée sexuellement puis étranglée. Sa robe, remise à la hâte par son meurtrier, était à l'envers. À l'époque, les enquêteurs avaient peu d'indices. La vidéosurveillance, les relevés téléphoniques, la criminalistique numérique et l'acide désoxyribonucléique étaient inexistants ou débutaient. La police devait plutôt recourir à des méthodes traditionnelles comme le porte-à-porte et ratisser la zone. Ils ont recueilli des centaines de témoignages, mais ont eu du mal à trouver des pistes utiles. L'affaire a été rouverte et réexaminée à de nombreuses reprises au cours des décennies suivantes, mais pendant 35 ans, elle est restée non résolue. En 2014, de nouvelles techniques d'acide désoxyribonucléique ont donné à la police et à la famille de Mary l'espoir que des réponses seraient bientôt trouvées. Avant, les experts analysaient d'un seulement 11 marqueurs acide désoxyribonucléique. La nouvelle technologie en identifie 24, augmentant ainsi les chances de correspondance, même avec de petits échantillons ou de faible qualité. En 2019, les enquêteurs ont défait un nœud de la ligature ayant servi à étrangler Mary, espérant y trouver l'acide désoxyribonucléique du meurtrier. Ils ont eu de la chance. Le profil acide désoxyribonucléique obtenu a rapidement permis d'identifier le meurtrier, déjà répertorié dans la base de données. Une cigarette retrouvée sur la scène du crime a également été analysée et cet échantillon a confirmé que le suspect de la police était bien le véritable criminel. Il s'agissait de Graham McGill, âgé de 23 ans lors du meurtre de Mary. Les procureurs ont découvert qu'il avait parlé à Mary alors qu'elle rentrait, puis qu'elle l'avait invité ou qu'il l'avait suivi chez elle. Mary vivait seule à l'époque. L'accusation dira plus tard au jury que Mary McLaughlin était une personne sympathique et confiante, ce qui, selon moi, a conduit à sa mort. McGill avait été condamné pour viol en 1981 et il était dans les dernières semaines d'une peine de 6 ans qui avait été réduite de moitié pour bonne conduite en 1984. Libéré temporairement d'une prison d'Édimbourg peu avant le meurtre, il s'est rendu à Glasgow, a violé et tué Mary le 21 septembre, puis est retourné en prison le 27. Avant de partir, il avait utilisé les clés de Mary pour verrouiller la porte. En 1999, il a de nouveau été incarcéré à la suite d'une agression avec intention de violer et a été libéré en 2007. Il était encore suivi comme délinquant sexuel lors de son arrestation pour le meurtre de Mary en 2019 et les enquêteurs ont noté que McGill était choqué lorsqu'ils se sont présentés à sa porte. Les autorités ont retrouvé l'ex-femme de McGill, Suzanne Russell, qui a déclaré qu'il lui avait avoué un meurtre des années plus tôt, la menaçant de mort si elle en parlait. Suzanne a expliqué au jury qu'il avait dit l'avoir étranglée et qu'il voulait simplement savoir ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Il a dit qu'il avait utilisé ses collants et qu'il avait été choqué par le temps que cela avait réellement pris pour la tuer. Après 3 jours de procès en 2021, le jury a unanimement déclaré la culpabilité après 2 heures de délibération. McGill, qui avait 59 ans à l'époque, a été condamné à une peine minimale de 14 ans de prison.
Le juge a noté qu'il n'a montré aucun remords pour son crime. Martin, fils de Marie, qui a trouvé son corps, a dit « J'espère qu'il mourra en prison ». Le 15 mai 1985, Christine Galagos, 18 ans, a annoncé à sa famille et à son fiancé qu'elle ferait de l'autostop pour aller travailler ce soir-là. Elle a été vue pour la dernière fois sur la 4000 Ouest à Salt Lake City vers 22h30 se dirigeant vers l'autoroute, mais Christine n'a jamais été revue vivante. Aux petites heures du matin suivant, à 3h50, un passant est tombé sur son corps, près de ce qu'on appelait alors Dirksfield, près du 1384 South Jefferson Street. La mort de Christine avait été extrêmement brutale. Elle avait été battue, agressée sexuellement, poignardée et tuée. Les enquêteurs ont noté qu'il était évident sur la scène de crime que la jeune femme de 18 ans s'était farouchement battue avec son meurtrier. Un officier ayant déclaré qu'il s'était violemment affronté et qu'elle avait été poignardée à l'extérieur de la voiture. Elle a laissé du sang jusqu'à la gouttière de la rue Jefferson. La police pense que son meurtrier était une personne l'ayant prise en voiture pour aller au travail, mais l'a menée dans la zone isolée où elle a été attaquée. Au cours des semaines suivantes, de nombreuses personnes ont été interrogées et des témoignages ont été recueillis, mais personne n'a jamais été désigné comme suspect ou arrêté. L'affaire est rapidement tombée dans l'oubli. Au fil des ans, l'affaire a souvent été rouverte et réexaminée, sans qu'aucune piste viable ne soit trouvée, même avec l'apparition des analyses médico-légales. Ce n'est qu'en 2023 que les enquêteurs ont fait des progrès après que la commission d'examen des affaires non résolues de l'État a suggéré d'explorer la piste des tests généalogiques. Grâce à cela, la police a pu identifier un suspect, Ricky Lee Stallworth, qui en 1985 était un aviateur de 27 ans basé à la base aérienne de Hill. Son nom n'a jamais été mentionné ni interrogé lors de l'enquête initiale. Un test volontaire d'un membre de la famille a confirmé que Stallworth était responsable de l'agression sexuelle et du meurtre de Christine. En enquêtant sur Stallworth, on a découvert qu'il était surnommé le harceleur de State Street et que la police l'avait souvent contacté pour des interactions présumées avec des travailleuses du sexe sur State Street durant ces 2 dernières années. Il disait souvent à sa femme qu'il partait la nuit et rentrait le matin sans explication. Une autre des ex-femmes de Stallworth n'a pas été surprise lorsque la police s'est présentée à sa porte pour l'interroger à son sujet. Elle a réagi de la même façon quand les enquêteurs ont dit qu'ils collectèrent de l'acide désoxyribonucléique pour vérifier son lien avec d'autres crimes non élucidés. Une autre de ses ex-femmes, cependant, qui a été mariée avec lui pendant 19 ans, a déclaré qu'elle ne croyait pas qu'il soit responsable, sous-entendant que puisqu'il n'avait jamais été violent envers elle, il était impossible qu'il soit violent envers d'autres personnes. Elle a affirmé qu'il n'avait jamais crié ni levé la main sur elle en près de 20 ans d'union, ajoutant « Comment en arrive-t-on à tuer quelqu'un ?» On pourrait penser qu'il y aurait eu quelque chose en 19 ans, mais non. Il n'est pas clair si Stallworth connaissait Christine avant sa mort ou s'il s'agissait simplement d'un crime d'opportunité. Malheureusement, il est décédé en 2023 avant que la correspondance acide désoxyribonucléique ne soit établie, donc il ne peut pas être interrogé dans le cadre de l'affaire. Le 3 janvier 1956, 3 garçons du Montana ont découvert une scène de crime près de la rivière Sun dans le parc Wadsworth, au nord-ouest de Great Falls. Ils ont trouvé le corps de Lloyd Duane Bogle, aviateur texan de 18 ans tué d'une balle à la tête et les mains attachées dans le dos avec sa ceinture. Le lendemain, des ouvriers du comté sont tombés sur une autre scène violente. Le corps de Patricia Kalitzky, lycéenne de 16 ans, a été retrouvé au nord de Great Falls. Elle avait subi une agression sexuelle et reçu une balle dans la tête. Les enquêteurs ont vite découvert que les deux avaient été attaqués ensemble. Ils étaient dans une relation sérieuse et avaient parlé de se fiancer. Et l'endroit où Lloyd a été tué était un lieu de rendez-vous amoureux local. Les détectives ont lancé leur enquête, fouillé les environs et recueilli des témoignages. Malgré quelques pistes intéressantes, aucune n'a abouti. L'affaire a fini par se refroidir et elle est restée en sommeil pendant près de 60 ans. En coulisses, comme pour beaucoup d'affaires évoquées aujourd'hui, les enquêteurs y travaillaient par intermittence, y revenant tous les quelques années pour voir si un regard neuf pouvait révéler quelque chose d'intéressant, mais ce n'est qu'en 2012 que de réels progrès ont été réalisés.
Le sergent détective John Cadner a hérité de l'affaire cette année-là, sa première non résolue, ce qui la rendait encore plus intimidante. Après avoir analysé les informations et les preuves, il a vite conclu que l'acide désoxyribonucléique était la solution la plus probable pour résoudre l'affaire. Heureusement, malgré l'ancienneté de l'affaire, il restait des preuves médico-légales, dont l'écouvillon prélevé sur le corps de Patricia lors de l'autopsie. L'acide désoxyribonucléique de l'écouvillon a été établi en 2001 comme ne correspondant pas à celui de Lloyd, ce qui signifiait qu'il s'agissait presque certainement de celui du meurtrier. En 2019, Cadner a progressé en organisant un test de généalogie sur l'échantillon d'acide désoxyribonucléique restant. Cela a conduit Cadner à un homme nommé Kenneth Gould, qui vivait avec sa femme et ses enfants à Great Falls au moment des meurtres. Les enquêteurs ont découvert que Gould, décédé et incinéré en 2007, rendant l'enquête difficile. Ils ont alors sollicité des prélèvements d'acide désoxyribonucléique auprès de sa famille. L'analyse des échantillons a confirmé que Kenneth Gould était responsable du viol de Patricia et du meurtre de Patricia et de Lloyd. Gould n'avait pas de casier et n'a jamais été interrogé ni suspecté lors des meurtres. Il n'avait aucun lien avec Lloyd et Patricia et a sans doute agi par opportunisme. Il avait 29 ans en 1956 et il avait épousé sa femme, Lullabelle Brown, seulement 4 ans plus tôt, alors qu'elle n'avait que 16 ans. La famille avait passé quelque temps dans les communautés de Geraldine et Hamilton, dans le Montana après les meurtres, avant de déménager dans le Missouri en 1967. Ils ne sont jamais retournés dans le Montana. Les membres de la famille ont affirmé être chez eux le jour des meurtres et que Gould partait souvent seul à cheval. Gould n'a été lié à aucun autre crime et bien qu'il ne puisse pas être inculpé pour les meurtres, les enquêteurs considèrent l'affaire de Patricia et Lloyd comme classée. Et voilà les faits. Merci de laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres réflexions et réactions et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants et en sécurité à la prochaine.